Bien, je pense que chacun a compris qu'il y a chez chaque intervenant un souci stratégique et différent selon qu'il s'agisse d'écoles, d'universités ou de certains groupements de matières, de disciplines. Il y a un souci stratégique simplement pour indiquer que on est tous d'accord pour dire que les MOOC, pour prendre cette expression qui est, comme ses collègues de l'EDEC d'avoir fait la mise au point, ce mot qui est récent, qui vient des États-Unis, mais il recouvre les choses qui sont déjà enseignées. Bref, il y a, par rapport au MOOC, une nécessité politique de tout le monde, que l'on soit UNP, Union sociale, que ce soit. Elle est partie dans c'est dommage. Bref, tout le monde a une obligation. On ne peut pas ignorer les MOOC, il faut faire avec et il faut trouver une manière de s'inscrire dedans. Ça, c'est sûr. Maintenant, si ça vous intéresse, on peut voir avec les écoles à l'X ou à l'EDEC ou à Centrale quelle est la stratégie. Je pense qu'elle n'est pas la même. Si j'entends bien chacun et en particulier à Centrale Lille. Hein. Mais ça, c'est une première donnée très importante. La deuxième donnée qui est importante, chacun joue sur, effectivement, c'est un de vos soucis à sillage, le local et le général, le massif. Bref, c'est vrai qu'on a un vrai problème avec ça. Quelqu'un qui est expert dans son domaine, s'il produit une ressource, vous avez compris, c'est gratuit. Hein, ça ne va pas peut-être produire la meilleure ressource possible. Il faut que des choses un peu crues soient dites. Vous connaissez beaucoup de gens qui travaillent gracieusement, vous nous les envoyez. Et maintenant, je vais, dans mon grand âge, mon expérience me permet d'aborder la question. Dans nos universités, et je vais vous dire ce qu'un prix Nobel, pas le dernier, de mon université de chimie a dit, le précédent, il y a quelques années, il a dit qu'il y en a beaucoup qui s'amusaient à faire des images pour les étudiants, qui feraient mieux de publier dans les vraies revues. Et il parlait à ses collègues chimistes. Ça veut dire quoi? Quand un prix Nobel dit, ces manières de faire et d'enseigner, c'est une perte de temps. Le vrai travail, c'est la paillasse, c'est de faire des articles dans les meilleures revues du monde. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir. C'est vrai qu'à l'université de Strasbourg, l'enseignement par le numérique, c'est très discret. Alors, je dis cela parce qu'il faut que ça soit dit, vous comprenez? Et que si il y a quelque part un problème, c'est bien celui de la qualité de ce qui est produit. On pourrait dire, oui, c'est bien par définition. Non. Il y a une différence dans les productions, et ici, tout le monde peut vous le dire. Le vrai problème, il faut valoriser la production. On est tous confrontés à ça. Il nous faut de bons produits, donc de bons producteurs. Et il faut que ça soit bien estampillé. Pour que ça puisse se faire, nous avons besoin collectivement d'une évolution, voire d'une révolution pour l'université. Parce que les écoles, vous avez, vous, des statuts qui vous permettent, en termes de modèle économique, de faire mieux que nous. Ça, c'est clair. D'avancer plus vite. D'avancer plus vite. D'avancer plus vite, c'est clair. Je dis cela, oui, c'est même pas un débat. Je crois que c'est important de le dire, parce que c'est pas la peine qu'on s'égare dans on peut, on pourrait. Non, on a un vrai problème là. Maintenant, si ce problème, on arrive à le faire avancer, la question qui va se poser, c'est que, effectivement, telle ressource m'intéresse beaucoup. Mais pour mes étudiants, elle vient d'ailleurs. C'est, entre guillemets, le modèle unique que l'on va vendre à tout le monde sur le globe. La massification dont il a été question, moi je parle d'industrialisation. On est dans une ère industrielle de la connaissance. Et le pari, c'est d'arriver à vendre, le mot n'est pas trop fort, à un maximum de clients. Quelque chose qui est labellisé. Alors on mettra des ISO 9001, on mettra des trucs. Et ça, on est tous confrontés à ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme si le service public que moi je représente, il avait le temps de réfléchir. Il doit très vite se positionner. Parce que sinon, demain, le service public n'existe plus. Moi, j'y suis attaché. Ça aussi, je ne voulais pas repartir ce soir sans vous l'avoir dit. Il faut mettre ces moyens-là aussi au service de tous, c'est-à-dire de la République, de la chose publique. Et je crois que c'est bien ce qui anime SIAGE, et c'est pour ça que je soutiens. Donc, ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas les initiatives que les écoles prennent aussi. C'est bien cette diversité. Mais le problème, il est posé. À savoir qu'on est devant l'industrialisation de la connaissance qui se diffuse. On peut lutter contre, ça ne sert à rien. C'est déjà fait. Le LND, c'est une étape essentielle, on l'a tout normalisé déjà en Europe.
Et les étudiants circulent très peu d'ailleurs, c'est dommage, c'est 5%, 10% dans les meilleurs cas, c'est vraiment dommage. Mais c'est fait. La question qui se pose donc pour nous, et je ne veux pas ramener les autres à ma position, c'est bien celle de comment on s'y prend pour faire en sorte qu'au plan local, avec la diversité de nos publics, on puisse à la fois utiliser les bonnes ressources, ce qui est intéressant, c'est que la question que nous a posée Siage, il faut les adapter, il faut faire des modules complémentaires, il faut avoir du tutorat, bref, tout un tas de mesures. Et je crois que s'il y a une chose à retenir, ce qu'on est tous en train de faire, c'est qu'une ressource, si vous la lancez seule sur le marché, c'est bien, vous êtes content, vous dites à vos potes, regarde, on a fait un truc, oui, moi j'ai à l'UOH une excellente ressource, une histoire de la rhétorique qui a été faite par un helléniste et par un latiniste. Tout le monde me dit c'est magnifique, qui s'en sert? On est en train de calculer pour mettre des mouchards sur les barricades pour savoir qui vient et qui ne vient pas, etc., pour faire une évaluation de nos ressources, avec dans un cadre d'un programme qui est piloté à HEC par Jacques Dang, ici présent. Ben oui, pourquoi? Moi j'aimerais savoir qui, ça intéresse qui? Ça intéresse qui? C'est parmi les 10 ressources phares de l'UOH, l'histoire de la rhétorique. C'est génial. Mais c'est génial, moi aussi je suis convaincu, mais dans la société d'aujourd'hui, je peux quand même me poser des questions. Vous voyez? Donc on fait des ressources, on est très content, mais elles servent à qui? Alors moi je suis très fier de participer à l'accumulation du savoir, à sa conservation, etc. Très bien. Mais maintenant, les missions de faire réussir, d'amener les gens à un autre niveau, à des qualifications, bon ben, comment on va s'y prendre pour accompagner ces ressources? C'est la question qui est posée. Y a-t-il donc des questions? Voilà. Bon alors, Philippe Bachelet est parti, mais comme on a une prise audio, il écoutera le petit podcast, la réponse au positionnement. Alors, quant au positionnement de Siage, qui est écrit dans les médias, malheureusement ou fort heureusement, nous y sommes déjà. Alors, Monique Van Boegel a expliqué que dans les groupes initiales, il y avait plusieurs étapes, et il y avait notamment ces licences types qui sont proposées. Eh bien, dans les licences types initiales, bien sûr, j'ai regardé ces cours qui étaient, ces parcours pédagogiques proposés, et comme je vous disais, j'étais professeur de physique en prépa, donc je me suis dirigée vers la physique, et notamment en mécanique, eh bien, j'ai regardé le parcours licence type qui était proposé par l'initiale. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un partenariat, les ressources sont référencées chez eux, et bien dans ce MOOC-là, sur un cours, bon, il y a bien sûr les cours, plus ensuite les exercices, plus ensuite les vidéos, etc. Sur la partie cours, 10 cours sont proposés dans cette licence type en mécanique, 9 cours sont des cours sillage. Donc la réponse est là, nous sommes déjà dedans. Ensuite, notre public visé. Alors, j'aurais peut-être dû le rappeler, bon, M. Jean-Jean est parmi nous, il est le nouveau prochainement délégué général de la conférence des grandes écoles. SIAGE repose vraiment sur l'ouverture sociale et internationale des grandes écoles parce qu'il n'y a que 38% des élèves issus des classes préparatoires qui sont dans les grandes écoles. Il faut le savoir, il faut le dire. Il y a 75 000 étudiants en classe préparatoire. Faites le calcul. Que reste-t-il? Le total, ça fait 200 000. Il y a 200 000 étudiants concernés. On est vraiment dans le massif. Puisqu'en fait, en jouant sur le cadre d'ouverture sociale et internationale, on s'adresse justement à ce complément, les 125 000 autres, au-delà de ces 75 000 qui sont passés par les classes préparatoires et qui veulent intégrer une grande école. Donc notre positionnement, il est là. Il est aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur la cheville du L0, ce qui fait notre spécificité, parce que l'on sait aujourd'hui, parce que nos collègues des classes préparatoires qui préparent leurs étudiants nous le disent aussi, avec les nouveaux bacs, les nouveaux programmes de terminale arrivent cette année en prépa donc en premier cycle d'enseignement supérieur, des étudiants qui sont préparés différemment et il y a une adaptation à faire avec des parcours de L0. Donc notre positionnement est clair, d'abord nous y sommes déjà, ça c'est sûr, et puis ensuite nous faisons dans le massif, c'est sûr aussi, puisque ce chiffre est quand même parlant, et nous jouons bien sûr cette ouverture puisque c'est notre fer de lance et que nos ressources étant labellisées de qualité, nous espérons qu'elles puissent servir au-delà de nous que SIAGE qui a cette spécificité que je viens de rappeler, et bien l'ensemble des autres comme ça le fait maintenant. Donc aussi, on le joue aussi en coopération. Donc ça c'est pour le positionnement aussi dans coopération. Un commentaire
Bernard Michon, moi j'ai vécu en calcul, et aussi le combat entre le militaire et Internet. Et dans les deux cas, je veux dire que la France a invoqué beaucoup plus qu'on le dit. La communication entre ordinateurs, c'est Papou et Leroy qui ont convaincu l'IBM de faire le laboratoire de l'eau. La communication par paquet, c'est le net de Joseph Pivois. Et lorsque on s'est retrouvé en face de l'initiative d'Internet, on était sur le Minitel. Le Minitel, c'est un dispositif rustique qui convenait à un certain type de marché. Et ce qu'on avait oublié, c'est que du côté américain, Internet était propulsé par le ministère de la Défense, avec une masse de crédit et aussi, je veux dire, de force de vente, on pourrait dire, absolument considérable. Et ça, c'est le soft power dont parlait Dominique tout à l'heure. Et nous ne sommes pas sur le soft power. Et je suis inquiet de voir l'IPS, qui est le seul établissement ici qui dépend du ministère de la Défense français, se mettre sur Coursera, c'est-à-dire se mettre sous le harnais, finalement, du système américain. Alors, parlez-en à Ajaccio, nous avons une initiative à prendre. Alors, quand on discute avec le diable, comme on dit, c'est avec le computer. Donc, je suppose que dans un premier stade, ça peut nous être bénéfique. Mais, faites attention, nous avons une initiative collective à prendre, parce que d'abord, comme disait Dominique, les pays en voie de développement sont en train de se libérer de l'influence anglo-saxonne, et nous avons notre rôle à jouer. Et par conséquent, ce rôle est stratégique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le ministère de la Défense qui a l'argent et les moyens nécessaires pour venir à l'appui des autres opérateurs qui sont les écoles, qui sont les universités, etc. Voilà, je vais juste faire ce commentaire parce que il me semble que... Je donne juste un prolongement à ce qui vient d'être dit, vous pouvez appeler vos collègues, c'est très important. C'est pas pour faire cocorico, mais on est en train, une nouvelle fois, de rater le coche, d'avoir une identité scientifique et industrielle. Ça, c'est capital. Et ce qu'il faut souligner, c'est la dimension internationale. Si je peux me permettre. Je vous en prie, tout le monde a une dimension internationale. On a tous été sollicités pour les pays en voie de développement, mais même pour des pays qui sont de vrais partenaires. Il ne faudrait pas que vous pensiez qu'on a une guerre de retard. On y est tous. Il parle du ministère des Armées. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a toutes les missions qui, ici, une vaillante que l'autre, là-bas, autrement, qui essaient de passer. Mais nous sommes très seuls. Il marche. Il marche pas. Alors, j'aimerais juste faire une réponse. Je suis d'accord sur Coursera, on n'est pas marié avec les Américains, je l'ai dit. Il fallait démarrer. On a eu tout à fait conscience qu'il fallait démarrer, qu'il ne fallait pas attendre. Et il y a un an, il n'y avait pas de plateforme du ministère. La plateforme, elle n'est toujours pas là. La preuve, parce que ma voisine a dû attendre pour démarrer. Et donc, demain il y a la plateforme du ministère, on sera sur la plateforme du ministère. Et s'il y a une plateforme Paris-Saclay, on sera sur la plateforme Paris-Saclay. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il y a une réalité, il fallait démarrer, et si on ne veut pas perdre la vague, parce que si on parle d'Internet et du surf, il faut rester sur la vague et pas se faire engloutir par la vague. Et c'est vraiment la démarche qui a été adoptée par les gens. Tout à l'heure. Oui, donc effectivement, je voudrais réagir et rebondir. Effectivement, dans toutes les réflexions que nous avons autour des MOOC, il y a une énorme attente de l'ensemble des pays de la francophonie. Mais en même temps, cette attente ne doit pas se traduire par la substitution d'un unilatéralisme français qui remplacerait un unilatéralisme américain. Autrement dit, il ne s'agit pas de fabriquer nous maintenant nos MOOC et de les imposer aux différents pays de la francophonie, mais de les partager, de les co-construire, de les fabriquer avec les caractéristiques culturelles et linguistiques des différents pays. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu beaucoup plus fort et beaucoup plus difficile à construire que simplement dire on fait notre MOOC et hop, on le diffuse à travers le monde
tous ceux qui veulent s'inscrivent dedans, et puis ils vont s'inscrire dans un modèle de pensée, dans un mode de contrôle des connaissances, dans un mode de validation. Hein, vous avez parlé tout à l'heure des QCM. Les QCM, c'est un mode de validation parmi d'autres. C'est vrai que quand c'est massif, on n'a pas beaucoup d'autres solutions, parce que si on a des centaines de milliers, ou des dizaines de milliers, ou même des milliers d'inscrits, on n'a pas beaucoup de solutions. Mais il faut se poser la question de savoir quel est le mode de validation, qu'est-ce qu'on reconnaît comme acquis, comme compétence, comme valeur à travers ces mots. Alors, juste, je voulais rebondir aussi sur un autre aspect, mais enfin peut-être tout à l'heure parce qu'il y a une question, et puis je rebondirai après. On enchaîne. Oui, moi je me pose un peu une question. Les MOOC, d'après ce que vous avez dit là ici, c'est on ne peut pas être de l'autre côté, parce que quelque part on a une image à faire peut-être, et une image à défendre. Si on passe à côté, on passe à tous à côté. En même temps, il y a le mauvais cycle. Ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Alors on a deux modèles américains, le modèle Coursera, qui était gratuit au début, qui était fait par les profs de Stanford, pas de Stanford, mais des profs de Stanford, qui maintenant devient un modèle payant, qui après un autre côté, qui est un truc extrêmement élitiste, qui est EDI, il n'est pas du tout de gagner pour l'instant de l'argent, ça a été déjà payé. Donc c'est de se faire connaître au monde entier. Donc je vais revenir un petit peu sur Terre. Nous on est ici dans sillage, on doit faire des MOOC. Alors faire des MOOC, ça suppose qu'on a un objectif pédagogique et que cet objectif pédagogique il est cohérent avec cette idée de massif. Donc moi je ne sais pas si c'est reproduire en mieux et en beaucoup mieux un cours d'une heure ou d'une heure et demie, c'est répondre à l'objectif pédagogique. L'accompagner un petit peu, c'est déjà un petit chemin dans cette direction, mais après ça va dépendre du support. Donc est-ce que il y a une réflexion sur une véritable pédagogie de masse, et en particulier ça tient compte à ce moment-là d'une réflexion sur les supports de captation. On sait que de plus en plus les ordinateurs vont disparaître, entre guillemets, pour être remplacés par les tablettes. Et puis les tablettes téléphones, c'est un peu gros, donc ça va être des smartphones un peu plus gros. Donc finalement, le support qui va être dominant, par exemple en Afrique, pour les 10 ans à venir, ça va être des smartphones un petit peu plus gros que les téléphones actuels, mais plus petits que des tablettes. Donc il y a véritablement une réflexion à faire sur le travail pédagogique. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'en même temps que vous vous lancez dans les courses pour dire on ne peut pas être à côté, est-ce que quelque part avec cette réflexion, sachant que je pense qu'au niveau de sillage, on a même quelque chose qui peut être utile, c'est la modularité. C'est-à-dire on a des ressources qui sont petites et modulaires. Et ça, c'est plus compatible avec des petits supports qu'un cours d'une heure ou d'une heure et demie ou même de 3 quarts. Elle est très importante, la question. Alors allez-y. Elle est prévue d'avance. Allez, découvrir. Ah, il s'est oui, c'est vrai. Bonjour. Je voulais juste vous donner mon point de vue d'étudiant, puisque je viens de terminer mes études sur le phénomène des MOOC. Là, on a beaucoup parlé des plateformes, en fait, par exemple Coursera, EDX. En fait, pour l'utilisateur, passer de Coursera à EDX et à MOOC, ça prend 2 secondes. Il suffit de changer l'adresse du site. Donc en fait, pourquoi est-ce que sur Coursera, il n'y a qu'un élève sur 10 qui va au bout d'un MOOC? Parce qu'au final, les cours sont très hétérogènes et la qualité du MOOC est souvent pas assez aboutie, aussi bien au niveau audiovisuel que pédagogique. Donc là où la bataille des MOOC va se gagner, ça va être vraiment sur l'innovation pédagogique et audiovisuelle du contenu qu'il y a dans un MOOC. Parce que dropper un MOOC après une session, ça ne coûte absolument rien. Et le suivre non plus, ça ne coûte absolument rien. Donc vraiment, le taux d'abandon sur Coursera est de 90%, et il ne va pas baisser tant que la qualité des MOOC qu'on produit ne va pas vraiment s'améliorer. Donc là où les MOOC francophones peuvent vraiment passer devant certains MOOC américains qui sont créés par des universités mondialement connues, c'est justement en innovant sur la pédagogie, en innovant sur la qualité audiovisuelle du cours, sur l'animation aussi. Donc, par exemple, avec UHE, il y a 8 personnes pour l'aider. Et grâce à ça, le taux de certification a été de 15% à la fin de son cours, alors que c'est le record du monde. C'est-à-dire qu'aucun cours, même sur Coursera, n'a eu un taux de certification aussi élevé que le cours de Rémi Bachelet. Et pourquoi? Parce qu'il y avait plein de pédagogie, plein d'animation. Et voilà, et justement, vous pourrez venir me voir après, nous on se focalise là-dessus, on essaie d'apporter de l'innovation pédagogique audiovisuelle au monde qu'on crée avec les universités. Merci. Bon, entièrement d'accord. Hein.
entièrement d'accord. Je pense que la bataille aujourd'hui sera gagnée sur la qualité de la prestation pédagogique, mais en même temps, lorsque l'on relève le niveau de la qualité pédagogique, on relève la complexité au niveau de la diffusion. Si je prends le standard moyen aujourd'hui que l'on trouve sur Coursera, effectivement, je peux diffuser en masse parce que fondamentalement, le produit en soi, pardonnez-moi, est relativement léger. Si je commence à abiger un MOOC de 90% de vidéos, le tout en streaming, prévoyant de manière sous-jacente la bande passante de l'utilisateur final, ça devient très très compliqué à déployer. Voilà. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. Mais cela pose le problème ensuite, globalement, à sillage, comme sur toute la place française et au-delà, ça pose le problème de l'outil de diffusion. Voilà, écoutez, on s'arrête. Moi, je voudrais remercier les collègues qui ont participé, ceux qui ont pris la parole. Vous tous qui avez écouté avec beaucoup d'attention, ça vous donne une importance comme ça, c'est pas intéressant. Vous pouvez rester à la... Mais je tiens à dire un grand merci, mais vous avez vu qu'il y a ta passion. On est tous plus ou moins passionnés par un aspect par un autre. On est tous impliqués. Je pense que vous tous êtes aussi impliqués d'une certaine manière. Ça me rassure, ça prouve simplement que la révolution du numérique, elle aura bien vu jusqu'au bout. Alors, avant de passer à la remise des prix Signa, je voudrais que Marc Eben, le président de la PPLS, l'association des professeurs des premières écoles supérieures, qui avait un temps de parole dans la première table ronde, et qui était donc allé dans l'école supérieure pour une réunion importante sur le concours de 2014, et son temps de parole pour exprimer son sentiment sur les MOOCs. Voilà, Marc. Bonjour à tous, excusez mon absence et mon retard. Je voudrais que ça ne soit pas une métaphore de la position égalitaire des nouvelles technologies, c'est-à-dire forcément en retard, ni des classes préparatoires d'ailleurs forcément en retard sur ces questions. Pour nous, il est évident que aussi bien les MOOC qui sont en train de se mettre en place que de toute façon le développement des équipes numériques est essentiel. Et il fait déjà partie des pédagogies à l'intérieur des classes préparatoires. Il peut avoir un rôle, ça il va falloir l'anticiper très vite, il peut avoir un rôle décisif pour l'articulation entre classes préparatoires et universités dans le contexte de la loi Fioraso et de l'articulation des partenariats entre CPGE et l'université, notamment pour la diplomation des troisième années des années QB. Il est très vraisemblable que les MOOC ou que les cours en ligne soient des clés de la certification des troisième années de classes préparatoires pour L3 à l'université. Et donc les classes préparatoires, aussi bien littéraires que scientifiques, ne rateront pas le coche de ces innovations qui sont en place. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.